is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live des Chroniques d'Alira. Je suis très très heureux aujourd'hui d'être accompagné, en plus de l'équipe habituelle qui va pouvoir se représenter dans un instant, de Thomas Lamy, qui est un de nos anciens apprenants et qui aujourd'hui travaille dans l'écosystème Web3. Est-ce que tu veux te présenter brièvement, Thomas ? Oui, bien, avec plaisir. Écoutez, bonjour à tous. Donc Thomas Lamy, effectivement, ancien apprenant de la dernière formation de Turin. Alors l'idée, elle est très simple, hein, c'est que je me souviens, je ne sais plus, pendant la formation, c'était Gaëtan qui nous avait dit que la formation blockchain, surtout en tant que consultant, permettait justement pour reprendre, je crois que tes termes, Gaëtan, de colorer le CV. Et ben c'est exactement le cas pour moi dans la mesure où j'ai un profil commercial, plutôt marketing et communication. Et qu'aujourd'hui, grâce à la formation que j'ai suivie, je me sens beaucoup plus à l'aise pour aller justement proposer la technologie blockchain aux entreprises. Et donc, moi, ce que j'appelle ça un peu le monde du Web 2. Et donc, partir du monde du Web 3 pour aller prendre mon bâton de pèlerin et aller justement évangéliser le monde du Web 2, entre guillemets. Tu travailles pour une agence Web 3, c'est ça qui s'appelle Fiverr. Exactement, ça s'appelle Layer, ouais. Layer, pardon. Ouais, Layer. L-A-Y-R. La mauvaise première consonne. Ok, trop cool. On va reparler de tout ça, notamment sur le redatage qui sera notre deuxième sujet, puisque Layer a réalisé récemment une acquisition d'un des petits joyaux de l'écosystème, on peut le dire, hein, puisque ça fait longtemps que c'est... On en parlera après, je ne veux pas trop teaser. Layer est devenu une bijouterie maintenant. Ah, c'est devenu une bijouterie. Est-ce que vous voulez vous présenter, Cyril, Gaëtan et Daniel, rapidement, peut-être pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui? Allez, si tu veux. Je suis donc formateur des devs chez Alira. Bonjour, Daniel Villamé-Antero et je suis le directeur pédagogique d'Alira. Et bonjour à tous, Gaëtan, et du coup je suis formateur de la formation consultant blockchain, conseil blockchain maintenant, et de la formation finance décentralisée. Trop cool. Alors, dans le premier sujet qu'on voulait voir avec vous, donc aujourd'hui trois sujets, on va mettre à l'honneur nos apprenants, les anciens et les actuels. On voulait vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le ventre des meilleures idées de projet de la promo, de nos promos. En deuxième sujet, on vous parlera un peu d'horodatage, notamment à travers l'expérience de Thomas, d'horodatage on-chain, hein, évidemment. Et finalement, troisième sujet, on vous parlera des nouveautés sur le dev, sur Ethereum. Il y a tout le temps des nouveautés sur Ethereum, de toute façon, c'est pas compliqué. Donc, on va faire un peu le point sur les derniers développements sur le développement. Mais commençons par nos apprenants ont du talent. Vous avez, Cyril, Gaëtan et Daniel, récemment
audité, admiré, parcouru de l'ensemble des projets de nos apprenants, puisqu'ils vous ont fait une première présentation, c'était lundi, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. pour un peu voilà, montrer ce qu'ils ont préparé pour les projets finaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé et quelles sont les petites perles que vous nous avez dénichées? Et Vas-y, qui commence Cyril, commence. Je commence Ouais. Ok, tu sais quoi, on va commencer par une petite perle. On va pas forcément citer les noms ou quoi, on va en fait parler un petit peu des projets eux-mêmes, de l'idée derrière ces projets et de pourquoi en fait ça nous parle ou ça nous plaît. Et donc du coup, comme on a dit, petite perle, moi j'ai envie de parler d'un groupe qui veut s'amuser à faire de la DAO sur un syndicat de copropriété dans la blockchain. Alors c'est pas un énorme truc où on peut s'imaginer, ok, c'est un protocole de DeFi qui va révolutionner l'histoire, qui va changer la manière de voir les gens, la monnaie ou ce genre de choses. Non, non. Là, on est vraiment sur un cas très concret de juste une petite organisation, un syndicat de copropriété, donc vraiment, je sais pas, peut-être une trentaine de personnes, grand maximum, quoi, qui vont commencer à discuter entre eux et qui vont devoir se faire confiance, notamment pour la gestion d'un budget. Et en fait, en général, on va passer par un tiers de confiance, on va passer par le syndicat de copropriété, le foncial, le machin, enfin bon, bref, vous voyez un petit peu ce Pour que c'est. ceux qui ont de l'expérience avec les syndicats de copro, vous savez la douleur que ça peut être. Hein. Exactement. C'est chiant, c'est long, c'est administratif, ça prend du temps, c'est coûteux aussi, puisqu'il répond pas faut à ses rémunérer. mails, ça perd des documents. Exactement. Et en fait, finalement, ils font quoi? Ils nous permettent juste de communiquer entre nous. Ils nous permettent d'organiser finalement un vote qui est sacralisé par justement le tiers de confiance, qui va donc dire, ok, telle personne a tel millième de l'ensemble de la copropriété, telle personne en a tel millième, machin. Et bien, au final, ce genre de cas, il se règle très bien par la blockchain, puisque la blockchain a pas mal de propriétés qui sont intéressantes. Déjà, on a des tokens qui vont pouvoir représenter éventuellement les millièmes si on le souhaite. On va avoir quelque chose de très transparent. Donc finalement, dans les votes, on va pouvoir faire confiance dans les votes. On va avoir confiance aussi dans qui vote, puisqu'on va pouvoir avoir des adresses qui vont être whitelistées, qui vont être ceux des personnes qui sont dans le syndicat de copropriété. On va avoir de la transparence, on va avoir tout ce genre de choses. Et à la fin, pourquoi pas, on va pouvoir aussi, on parlait d'horodatage, on va pouvoir avoir de la certification de documents par, pourquoi pas, balancer un hash sur IPFS dont le lien, le NFT est sur la blockchain pour pouvoir avoir la facture quelque part quand même sur la blockchain. J'en sais rien. Globalement, on peut imaginer plein de choses à partir de ça. Et du coup, je trouve ça très intéressant d'imaginer que la blockchain, c'est un cas d'usage et d'une utilité sociale pour des petits groupes. Évidemment, c'est un réseau distribué, non permissionné pour l'ensemble de la planète, mais c'est aussi quelque chose qui est utile pour des petits groupes et qui peuvent, de manière très simple et aussi très peu coûteuse. Ah, on l'a perdu. On l'a Intéressant. perdu, très simple et très peu coûteuse. T'as frisé l'espace d'une seconde. En fait, t'as dit très simple et très peu coûteuse, et après, on était suspendu à tes lèvres et on t'a dit à la suite. Et je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais Il y globalement, a je des gens trouve ça qui se très sont cool reconnus dans le de chat faire et ça ils comme sont ça. contents d'être à l'honneur. Tout à fait. J'avoue que je me rappelle plus et j'ai pas noté qui a fait quoi, donc voilà. Non, mais je trouvais ça cool, voilà, d'avoir ce genre de projet pour des petits groupes, alors qu'on imagine la blockchain pour des planètes, et Ouais, c'est de ouf. assez intéressant. Gaëtan, de ton côté, t'as vu une petite perle Ouais, également? tout à fait. Moi, j'ai identifié deux projets qui m'ont bien plu, notamment sur la thématique. Le premier, c'est quelque chose qu'on a entendu, dont on a souvent entendu parler dans la blockchain, c'est le projet Legacy. C'est l'histoire du leg, de l'héritage, de la transmission à la fois de ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de compliqué, qui nous inquiète un peu tous. Qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain on décède au niveau de nos bitcoins, au niveau de nos ethers, au niveau de nos tokens? C'est quelque chose de pas facile à réaliser. Il y a pas mal de boîtes qui travaillent sur le sujet, mais il y a eu un projet, une équipe qui a eu une idée vraiment intéressante, qui est de faire une assurance vie sur la blockchain. Donc, on connaît tous un peu le principe de l'assurance vie, qui est de mettre son argent sur un contrat géré par un assureur. Cet argent va, la plupart du temps, générer des profits ou en tout cas être investi dans des actifs qui ont tendance à prendre de la valeur dans le temps, si on ne se trompe pas trop. Ouais, on Et espère qu'on génère des profits et pas des pertes. Mais...
Ça dépend si vous allez sur les fonds en euros ou les actions, etc. Mais là n'est pas la question. Mais ensuite, lors de votre décès, vous avez une transmission de ce patrimoine à vos ayants droit que vous avez choisi sur ce contrat, avec une fiscalité intéressante, etc. Donc, on est tous un peu le principe de l'assurance vie. Et donc là, ils se sont dit, pourquoi ne pas créer une assurance vie sur la blockchain dans lesquels on va mettre des fonds, nos propres fonds dessus, qui vont travailler dans des protocoles soit de stacking, soit des protocoles de DeFi, donc qui vont générer du rendement. Et à notre décès, on aura whitelisté les adresses, qui sont les adresses de nos ayants droit, pour que ceux-ci récupèrent nos fonds. Donc effectivement, ça reste un projet d'école parce que le leg est quelque chose de très compliqué, donc c'est pas facile de penser à tous les scénarios. Mais ils ont réfléchi à prendre des API gouvernementales pour, par exemple, authentifier le moment du décès, être certain qu'il y a bien eu décès, à une DAO, puisque les membres de l'assurance vie en fait décideraient collectivement des stratégies qui étaient présentes dans l'assurance vie. Donc aujourd'hui, dans votre assureur, vous êtes un peu contraint par les choix d'investissement qui sont proposés par votre investisseur, par votre assureur. C'est-à-dire qu'il vous dit, vous avez le droit d'investir dans tel ETF, dans tel fonds en euros et dans telle action, et c'est à peu près tout. Là, l'idée, c'est que ce serait la DAO, donc les gens qui possèdent des fonds dans l'assurance vie, qui décideraient des stratégies à mettre en place, où déployer le capital. Donc c'est assez intéressant, j'aime beaucoup l'idée. C'est réglementairement compliqué, hein, mais en tout cas, le concept est sympa. Et ça rejoint un domaine vraiment de la transmission qu'on voit de plus en plus. Il y a Pernod qui travaille sur le sujet en tant que blockchain. Il y a les smart contract wallets qui travaillent aussi sur le sujet avec le social recovery, qui fait que, par exemple, si vous perdez l'accès à vos fonds ou que vous n'êtes plus actif sur la blockchain depuis 3 ans, automatiquement, votre wallet devient la propriété de quelqu'un d'autre. Bref, il y a plein d'autres solutions qui se développent sur le sujet, mais j'avais jamais entendu vraiment parler du concept d'assurance vie. Donc d'ailleurs, on a essayé avec Cyril de les orienter plus sur le développement de ce concept-là, plus sur le développement du leg en tant que tel. Et c'était assez intéressant, franchement, c'était un beau projet. J'ai hâte de voir ce qui va devenir, puisque lundi, encore une fois, c'était une présentation d'idées, de sujets. Ils n'ont pas encore développé leur projet. Là, ils ont encore 6 semaines pour le faire. 7 semaines 6 semaines, je ne sais plus exactement. 6. Ouais, 6, je crois. Donc vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'était très intéressant. Trop cool. Et puis voir quelle est la solution technique finalement abordée. Même si elle n'est pas forcément réalisée, on sait que les projets qu'on a en soutenance ne sont pas forcément l'entièreté du projet, c'est parfois juste un MVP, donc juste quelques petites fonctionnalités à l'intérieur. Mais c'est intéressant de voir par contre l'ensemble des apprenants d'un groupe réfléchir en fait à un projet et réfléchir à l'ensemble des dimensions du projet. Donc j'avoue assez impatient aussi pour celui-là. Tu avais un autre projet à nous mettre de l'avant, Cyril, je crois. Ouais. En fait, on en a choisi 2 chacun. Comme ça, au moins, on est tranquille. J'espère que je vais pas refriser, par contre, c'est le seul truc. Mon deuxième sujet, c'était un sujet de journalisme décentralisé. Alors, c'est un truc qui paraît finalement assez bateau, encore une fois, mais qui a, je pense, tout son intérêt et qui n'arrive pas aujourd'hui à voir une belle application sur le devant de la scène. Du coup, qu'est-ce que c'est que le journalisme décentralisé ? En fait, c'est tout simplement un journalisme qui est enregistré sur la blockchain. Donc, les articles vont être immuables, ils vont rester dans la blockchain, on va avoir trace du storage à l'intérieur de la blockchain, donc du stockage de la blockchain, à chaque instant. Donc, s'il y a modification, si tant est qu'elle est disponible, en fait, on en aura conscience. Donc, on évitera les petits tours de passe-passe de journalistes peu scrupuleux. On peut imaginer une DAO, par exemple, dans une rédac qui vont voter, par exemple, pour quel est l'article que l'on veut mettre en avant, quel est ce genre de choses. Et puis surtout, le principal, c'est que en fait, la blockchain est un merveilleux outil anti-censure. Et si, évidemment, on peut accéder à un réseau, quel qu'il soit, Internet, je veux dire, forcément, on pourra avoir quelque part l'accès à la blockchain. Et donc, du coup, cet accès à la blockchain, il est rendu facile. Et surtout, personne ne peut s'amuser à changer ce qui a été écrit à un moment. Donc, du coup, c'est extrêmement pratique comme support du journalisme et d'une information vérifiée que d'avoir justement ce genre d'outil. Et puis, derrière, il y a aussi un dernier point. On parle très souvent d'identité décentralisée, on parle de clout, donc du coup c'est la réputation sociale d'une personne. On pourrait faire un petit peu de même avec des journalistes qui vont avoir donc une réputation sociale à entretenir sur leur blockchain, et donc du coup cette réputation sociale c'est de l'information vérifiée. Ah, et le freeze. Et c'est le c'est ça. Il n'a pas assez d'éther pour son abonnement là. Ça va pas. Ah non, j'ai rebugué. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps, ne t'inquiète pas. On a compris. Okay.
Donc voilà, petit sujet sur le journalisme décentralisé parce que la qualité de la presse a de l'importance. Tout à fait. Impeccable. Je crois que Daniel avait aussi identifié 2 sujets, donc on peut Ah oui, laisser j'ai Daniel. j'aurais aimé Ah, identifier 3. Tu as tes Là, petits chouchous, Daniel, toi aussi. Ah, On moi, me- je- on moi, je- me moi, je- l'avait moi, pas je- dit. moi, je suis entouré de chouchous, hein. Et en plus, j'adopte les chouchous très facilement. Je suis très rapidement enthousiaste. Ça, c'est un point essentiel qu'on a tendance. Alors, je suis très heureux parce que les chroniques avaient un peu pour but de présenter Thomas et de présenter un tout petit peu les projets. Il y a plus de 100 projets qui sont réalisés chaque année chez Alira. Donc, après, on n'en parlait pas beaucoup parce qu'il y a quand même une certaine forme de modestie. Mais il y a plus d'une centaine de projets qui sortent chez Alira. Donc il nous faudrait des chroniques et des chroniques et des chroniques entières pour en parler et c'est pas toujours le but, d'autant plus en fait que globalement on promouvoit et on met en avant ces projets sans avoir rien en retour. Il y a rien qui est signé entre eux et nous. C'est globalement quelque chose qu'on laisse vivre et on est très heureux de le faire. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu lundi dernier, 3 fois par an, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on voit l'intégralité des projets qui sont proposés. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des projets qui sont ancrés dans le réel. Le truc de syndic, c'est un truc ancré dans le réel. Le truc, effectivement, de la censure, c'est un truc dans le réel. Et moi, je suis très content parce que on a de moins en moins, parce que c'est vraiment la mentalité d'Alira, on n'en a plus des projets bling bling, DeFi qu'on va voilà, on va faire des millions hein, en vendant des images de chats. J'imagine qu'il y a d'autres établissements de formation où on apprend à faire ces choses-là, mais en tout cas, chez Alira, c'est plus le cas. Et moi, j'en suis vraiment très heureux parce que là, par exemple, il y a eu 3 thématiques qui m'ont beaucoup plu. Il y en a une qui est très axée sur le crowdfunding, mais sur le crowdfunding de projets qui ne sont pas des projets Web3. Tu as vraiment dans cette logique de. Il y a d'autres projets comme ça qui ont éménagé à Alira et qui maintenant en gravitent autour, qui sont de dire tu fais un projet quelconque, mais on va proposer la vente de NFT pour des gens qui te parrainent. Ces NFT vont permettre de voter dans une DAO, qui vont permettre pour le coup d'orienter. Donc en fait, le Web3 devient un outil pour des choses qui ne sont pas dans le Web3 et c'est vraiment quelque chose qui est pour nous indispensable. Il y a notamment un des projets, alors je salue parce qu'on a le lanceur sur le chat qui est Green Funding, qui est un projet que j'ai beaucoup aimé parce que à chaque fois qu'on aborde un projet du crowdfunding, on se dit encore un projet sur le crowdfunding, mais ils m'ont réussi à me surprendre. Ils m'ont apporté des petites choses, des petites subtilités qui font que d'une certaine manière, d'une part, c'est pas forcément des projets Web3 qui pourraient être intéressés par ça, et surtout les gens qui vont s'intéresser à ça n'ont même pas entendu parler du Web3. Donc il y a toute une logique en fait qui est vraiment bien articulée. On a de plus en plus d'apprenants qui viennent de chez Alira qui ont déjà une certaine expérience, qui connaissent déjà l'écosystème. Donc, quand on est un peu débutant et qu'on arrive chez Alira, vous êtes dans vos camarades de classe, vous avez des gens qui ont déjà de la bouteille. Donc, vraiment, on est là-dessus. Vous avez plus de 1000 apprenants qui sont dans l'écosystème. Donc, voilà, vous n'êtes pas dans un écosystème où vous avez 5 personnes qui se battent en duel. Donc, vraiment, on a quelque chose d'important. Et pour moi, ça, en parlant de bijoux, on a parlé de bijoux tout à l'heure. C'est une émeraude taillée, grosse comme un poing, qui trône au milieu d'Alira. Alors ça, c'est des projets de crowdfunding que j'ai beaucoup aimé, notamment celui-là. Il y a un autre projet pour lequel j'étais beaucoup plus sensible, peut-être parce que j'ai écrit un ouvrage il n'y a pas longtemps, qui parle en fait d'une solution qui ajoute de la transparence dans la notion de droit d'auteur, la notion de maison d'édition, la notion de parrainage. Et c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'effectivement, alors moi j'ai énormément de chance parce que ma maison d'édition me traite très très bien et tout est transparent et on est vraiment très heureux ensemble. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Être auteur, c'est pas un métier facile. Être maison d'édition, c'est pas non plus un métier facile. Et en fait, les solutions de transparence, les solutions d'équilibrage, le fait qu'on puisse parrainer un livre et des choses comme ça, vraiment, il y a de l'intelligence. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans les projets actuellement, c'est qu'il y a de l'intelligence au-delà de se dire on va faire du Web3 parce que c'est joli. Le Web3 devient un outil dans le monde réel et c'est pour moi ce qui est le plus important. Donc voilà. Et puis, un dernier projet, et je le dis parce que c'était magnifique, c'est de la tokenisation, mais de yachts de luxe, s'il vous plaît. Voilà. Et je vous laisse découvrir ça parce que ce sont des projets en fait qui vont commencer à se lancer. Donc on vous laisse quelques petites surprises. Peut-être que dans d'autres chroniques, si ces projets on arrive à lever des fonds, on vous en parlera. Est-ce que tu es invité à la soirée sur les yachts de luxe si tu détiens les tokens? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, déjà, il y a ça. Et surtout, en fait, le yacht de luxe, c'est quand même un produit qui est très particulier parce qu'il est acheté par des personnes qui l'utilisent que quelques semaines par an. Et Donc, il y a oui. toute une logique en fait de la copropriété du yacht de luxe qui est, en fait, on parle souvent de la blockchain comme étant quelque chose qui environnementalement est douteux, alors qu'en fait, c'est la plus belle des solutions pour partager des biens communs. Je laisse ça sur la table, je vous laisse réfléchir. Très bien. Gaëtan, tu avais un dernier chouchou?
Ouais, un deuxième projet, ou une thématique plutôt, parce qu'il y a 2 projets que j'ai vus dans mon jury qui l'ont abordé. C'est l'aspect ticketing de NFT, hein. Le projet s'appelle NFT Ticket en tant que tel. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement sur la blockchain parce qu'effectivement, ça s'y prête extrêmement bien. Donc l'idée, c'est de remplacer un peu les Ticketmaster, les Fnac, lorsque vous voulez acheter vos tickets de concert, vos tickets d'événements. Pour différentes raisons, hein. Pour déjà avoir un marché secondaire qui est bien plus efficace. Aujourd'hui, quand on achète son marché au marché noir, on n'est jamais sûr que le ticket est authentique. Quand on achète son billet de foot là devant le stade, il y a une chance sur 2 pour que ce soit une arnaque et qu'on ait payé 200 € pour rien. Donc c'est vraiment pour combattre un peu cette arnaque au marché secondaire, mais c'est aussi peut-être pour protéger l'artiste, parce que l'artiste pourrait par exemple, grâce au NFT, récupérer des royalties sur la vente sur le marché secondaire. Il pourrait récupérer le montant de la plus-value. Par exemple, si quelqu'un achète un billet à 50 €, qu'il le revend à 200 € sur le marché secondaire, en quoi est-ce que ces 150 € ne devraient pas revenir au moins partiellement à l'auteur, enfin à l'artiste ou à l'équipe de foot ou j'en sais trop rien. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant déjà. C'est pas nouveau, hein, mais je trouve ça sympa. Ce que les projets ont amené de différent, ce que j'ai bien aimé, c'est la gamification autour de ça. Donc c'est l'idée par exemple de dire, lorsque vous allez acheter votre ticket pour aller voir un concert de Coldplay, peut-être qu'il y en a 1 sur 100 par chance qui sera un NFT ticket d'or qui vous permettra d'être dans la fosse juste devant les artistes et vous n'avez pas besoin de payer le gros lot pour ça. C'est juste vous avez une chance sur 100 dans votre mine de NFT de l'avoir. Et vous avez aussi tout l'aspect DAO et suivi événementiel après. Ça veut dire que grâce au NFT, vous pouvez créer un lien entre l'artiste et ses supporters, ce qui est un peu compliqué avec un billet physique. Là, vous pourrez vraiment avoir une communauté de possesseurs de NFT qui pourraient déjà avoir en collection ce NFT, mais aussi avoir un accès direct, par exemple créer une communauté. Par exemple, on peut imaginer un réseau social dans lequel il y a un chat qui est ouvert uniquement entre un artiste et les possesseurs de NFT. Et si vous n'avez pas votre adresse avec qui possède ce NFT-là, vous ne pouvez pas rentrer dans le chat. Donc c'est vachement intéressant. Ils développent un peu ces idées-là et je leur souhaite bon courage parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le sujet, mais ils ont réussi à prendre vraiment un spectre, une partie du spectre, en tout cas une prise de vue qui changeait un peu de ce qu'on voyait sur le marché. Donc je trouvais ça intéressant et ils ont bien réussi justement à faire un état des lieux de ce qui existait pour réussir à se différencier. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et encore une fois, la blockchain répond parfaitement à ce besoin. Ça a été maintes et maintes fois vu lors des problèmes qu'on a eu en France, je crois, sur des matchs de foot. J'ai le souvenir de Darmanin sur un Les match de faux foot. billets de United Manchester. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc c'est vraiment ça s'imprime dans le concret, dans le réel, et c'est quelque chose que je souhaite voir se développer. Trop cool. Et ben merci en tout cas beaucoup pour ces beaux spotlights que vous nous faites sur nos apprenants. Ça me fait toujours bien plaisir de voir ce que font nos apprenants, quoi, tout simplement. Et justement, on en a invité un de nos anciens, qui est donc Thomas Lamy. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton parcours? Alors peut-être pas depuis l'origine, mais en tout cas sur les derniers développements de ton parcours. Et comment est-ce que tu as fait pour arriver chez Layer? Et puis on parlera aussi du coup de l'eurodatage qui est un peu lié à l'actualité de Layer en ce moment. Ouais, alors rapidement sur le parcours, moi je suis tombé dans la blockchain en souhaitant développer la marque d'un artiste, déjà localement à La Réunion. Ça m'a amené à découvrir la NFT et donc la blockchain. Donc au début, ça c'était en 2021. Et donc au début, comme tout le monde, je ne comprenais rien. Donc je suis allé sur YouTube, je regardais des TEDx, voilà, et j'ai suivi ça. Et puis après, je me suis dit quand même, il manque un peu de connaissances. Donc j'ai suivi la formation. Et de fil en aiguille. Très bonne idée d'ailleurs. Bravo, bon réflexe. Hein. Je le dis. Et de fil en aiguille, je voulais vraiment bosser dans cet écosystème et monter des projets Web3, mais je n'avais pas les ressources techniques. Je ne les ai toujours pas aujourd'hui, les ressources techniques, parce que j'ai fait la formation en tant que consultant. Et puis, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré un ami à moi qui, lui, était dev de formation, qui a fait une école d'ingé, qui s'est intéressé à la blockchain à partir du moment où elle est devenue programmable. Donc, quand Ethereum est sorti, qu'il a pu commencer à s'amuser justement là, il a commencé à s'intéresser au sujet. Et puis, en fait, la naissance de Layer, parce que c'est comme ça que je me suis greffé, elle s'est faite de manière, on va dire, naturelle, dans la mesure où en fait, ils bossaient entre eux. Et puis, il y a un ami à eux qui vient les voir, qui leur dit, mais tu ne pourras pas nous développer tel ou tel projet sur des tokens, on a ça en projet Web3. Bah oui, ça en fait 1, 2, 3, puis un ami d'un ami. Puis ils se sont dit, on va peut-être commencer à monter une structure. Donc ça, c'était fin 2022. Et donc, Layer a été créé en 2022. Et en 2023, ça a été la première année où on a carrément pu commencer à développer. On a travaillé sur une quinzaine de projets déjà sur 2023. Donc, ok. Donc, c'est une agence Web3, quoi, globalement, c'est ça, hein. C'est une agence Web3, tout à fait. Trop bien. Vous avez fait l'acquisition récemment d'un petit joyau de l'écosystème. Woolit.
Wallet, est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas? Oh. Avec grand plaisir. Donc, oui, Wallet, petit joyau. D'ailleurs, tout le monde le connaît parce que ça a été d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer ou pas, mais une des premières boîtes à s'intéresser au monde physique à travers la blockchain, en fait. Ouais. Imagine. C'est- Parce que Non, ça a non, été créé- c'est un vrai monument, c'est une vraie relique en fait de l'histoire de l'industrie blockchain française. C'est breton, si c'est à Rennes, hein, c'est dans la Bretagne. C'est vrai, Donc, c'est ça. Ouais, il est breton, Gilles. Ouais, tout à donc fait. voilà, à un moment donné, voilà, c'est breton, donc déjà, voilà, premier point. Deuxième point, ça fait ça sur Bitcoin parce qu'à l'époque, rien n'était on prod correctement à l'époque. Et c'est un exemple de moi, ce que j'adore, c'est l'usage blockchain transparent, enfin plutôt l'usage Bitcoin transparent. L'usage invisible de Bitcoin, comme dirait Jacques Favier. Et c'est effectivement, pour moi, c'est une relique. C'est la Notre-Dame française de ce secteur-là. Est-ce que Thomas, tu peux nous expliquer du coup justement le principe de ce que fait Wallet, comment ça fonctionne, l'idée générale, qui se cache Alors, derrière tout ça? Ouais, tout à fait. Donc, Wallet, l'idée, c'est de l'ancrage numérique sur la blockchain. Donc, principalement, c'est de l'horodatage. Après, ils ont développé de la signature numérique qui a été développée. Et le principe de l'horodatage, c'est qu'en fait, on veut avoir une preuve dans le futur que telle ou telle donnée a été dans cet état-là à une date antérieure, en fait. Et donc, la blockchain permet carrément tout ça. À moindre coût, parce qu'aujourd'hui, et puis c'est surtout, c'est le gros avantage de Wallet et d'être sur la blockchain, c'est une solution décentralisée. On va dire qu'aujourd'hui, des solutions comme ça, il en existe plein, notamment peut-être la plus connue qui s'appelle DocuSign, mais toutes ces solutions-là sont centralisées, avec les risques de sécurité que ça implique. Enfin, tout le monde connaît les avantages de la décentralisation ici, et c'est le gros avantage de Wallet par rapport à tout ça. Au-delà du prix, il y a le côté sécurité de par la décentralisation. Et également, par exemple, je prends l'exemple de la signature numérique parce que ça a été un cas intéressant pour nous récemment. On a réussi à gagner un marché avec une marque de luxe française, non pas sur le tarif, même si on était 2 fois moins cher, mais sur le principe de confidentialité de la signature numérique. Ça a été vraiment l'argument qui a fait basculer la négo, justement, parce que ça a permis justement de se dire qu'aujourd'hui, il y a un disclaimer contractuel qui dit que les plateformes qui sont centralisés n'utilisent pas les données, mais en tous les cas, le document, il est téléchargé sur la plateforme. Alors que là, avec un système de hash et de faire matcher, on hash un document et on fait en sorte que seuls les protagonistes qui doivent signer le document ont accès à ce document-là en faisant matcher les hashes, justement. Ça permet justement de faire en sorte que personne n'a accès au document, même pas nous, quoi. Donc ça a été un argument qui a vraiment fait basculer le deal en notre faveur, quoi, par exemple. Trop bien. On peut peut-être rappeler, parce que je ne sais pas si là, sur tout le public qui nous regarde, vous m'entendez bien ou pas? J'ai l'impression de friser un peu. Un petit peu, mais ça va, on t'entend. On peut peut-être rappeler, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de comment ça marche les blockchains et de pourquoi est-ce qu'on peut faire de l'horodatage dessus. Mais en fait, rappelons que initialement, dans le white paper de Bitcoin, le mot blockchain ne figure pas sous cette forme-là, et on parle à l'époque d'un serveur distribué horodaté, timestamps en anglais. Et fondamentalement, une blockchain, ce que c'est en fait une gigantesque machine à horodater de l'information. Donc, quand on publie un bloc, on sait l'heure à laquelle le bloc est publié, on sait que ce bloc il est publié de manière absolument fiable, parce que il est validé par le mécanisme de consensus qu'on a choisi dans notre blockchain, de la preuve de travail chez Bitcoin, de la preuve d'enjeu chez Ethereum. Et ça, c'est consultable publiquement. Et donc, en fait, c'est le plus haut niveau de fiabilité et de sécurité qu'on puisse avoir aujourd'hui dans l'espèce humaine et sur Terre pour horodater quelque chose. C'est de l'inscrire dans une blockchain. Vous ne pouvez pas faire mieux en termes de fiabilité et de sécurité. Donc c'est... Et c'est finalement effectivement assez simple, entre guillemets, puisque sur toutes les blockchains, vous pouvez inscrire une information, globalement quelle qu'elle soit, vous allez la signer avec votre clé privée, et ensuite cette information, elle est accessible à jamais à toutes et tous pour l'éternité et l'éternité. Donc c'est vraiment un cas d'usage qui est remarquable, et c'est vraiment... vraiment, bravo pour cette acquisition, parce que c'est un beau... c'est effectivement une belle boîte, quoi, Wallet. Ouais, et puis les cas d'usage, c'est principalement pour tout, pour de la compliance, pour des documents de santé, documents financiers. Là, moi, je suis en train de voir également, j'ai eu cette idée il n'y a pas longtemps, parce que je trouve, en fait, l'idée, c'est aussi de se prémunir de certains litiges. Ça évite tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est en tous les cas une preuve qui est recevable devant un tribunal.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut, ça ne veut pas dire qu'on gagne, mais en tous les cas, on peut la présenter devant un tribunal. Et Il y a de la jurisprudence, tu sais s'il y a déjà de la jurisprudence là-dessus ou pas? Parce que moi, je suis crois convaincu qu'il y en a eu, il y en a eu en Chine. Il y en a eu en Chine, paradoxalement, je crois. Mais il me semble qu'il y en a eu en France. Alors, Et dans en un cours France que j'ai aussi, sur la ouais. législation, ouais, j'ai dû trouver ça au cas où pour un élève qui me demandait, donc j'avais fait mes recherches. J'ai vu qu'il y avait un projet Deep aussi qui parlait de ça. Et que de toute manière, je pense que ça va rentrer, ça va être dans les mœurs très prochainement. Mais aujourd'hui, une fois que la blockchain aura tout le monde saura que la blockchain, il y a des données qui sont immuables, qu'on ne peut pas falsifier, que c'est gravé dans le marbre. À ce moment-là, ben, ça va forcément avoir une valeur juridique. Ça l'est déjà, c'est-à-dire que c'est présentable devant un juge aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et oui, je pensais à ça justement, par exemple, pour tous dans le monde physique, les transports frigorifiques, par exemple, qui doivent à un moment donné prouver que la chaîne de froid a été maintenue à telle température pendant toute la durée du transport, pour pas qu'il soit attaqué par un restaurant qui a été livré. Enfin, plein de cas d'usage comme ça, quoi, par exemple. Okay. Ce qui est intéressant quand même avec ce système de hash et d'empreinte, et je le dis pour tout le monde parce que c'est peut-être pas clair, c'est que c'est pas le document en tant que tel qui est stocké sur la blockchain parce que ce serait beaucoup trop coûteux et les blockchains ne sont pas faites pour ça. C'est vraiment le hash, donc c'est une empreinte digitale, si vous voulez, une empreinte numérique de ce document. Et tu confirmes, Thomas, si je dis des bêtises, mais je pense que c'est comme ça que Wallet est utilisé. C'est qu'on prend n'importe quel type de données, elle peut être aussi lourde que vous le souhaitez, et vous pouvez en fait obtenir un hash qui fait que 256 bits, donc je pense que c'est du SHA 256 qui est utilisé, ou peut-être un autre, Thomas, je pense. C'est ça. Donc vous avez un nombre de 256 bits qui est très très grand, qui est extrêmement dur à reproduire, impossible à anticiper, etc., etc. Et c'est ce nombre qui est inscrit sur la blockchain. Donc en fait, c'est pas le document en tant que tel qui est inscrit, parce qu'encore une fois, la blockchain n'est pas faite pour ça. En tout cas, Bitcoin n'est pas fait pour ça. C'est vraiment le hash, et ça permet en fait à la personne de vérifier l'authenticité d'un document, le fait qu'il n'a pas été impacté, modifié. Par contre, il faut quand même avoir accès à ce document en tant que tel. Ça veut dire que là, dans ton exemple, Thomas, on met le hash dans la blockchain, mais il ne faut pas que les gens perdent quand même le document initialement. Si plus personne n'a gardé une copie du document, vous ne ferez rien avec le hash. Vous ne pourrez pas retrouver le document en tant que tel. C'est pour en assurer l'authenticité, quoi. On est d'accord. Effectivement, tout à fait. Ouais, c'est un registre de preuves, ce n'est pas une bibliothèque, parce que souvent en fait les gens font le fait quand on dit quand on dit que c'est une base de données décentralisée, on a l'impression qu'en fait elle a pour but de stocker de la donnée, alors qu'en fait elle est censée stocker de la preuve. Et en fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un point qui pour moi est essentiel, c'est qu'on se dit un jour les tribunaux vont dire cette preuve est acceptable parce que c'est inscrit dans la loi. Je pense même que l'étape suivante, logique, cohérente, humaine, humaniste, évidente, c'est qu'une preuve ne peut être acceptée que s'il est inscrit dans un registre décentralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, une maison n'est vendue que si elle est inscrite au cadastre. Si elle n'est pas inscrite au cadastre, cette maison n'existe pas. En tout cas, elle n'a pas de valeur juridique. Demain, une livraison, et il n'y a pas que Wallet et Earth, il y a d'autres projets qui bossent là-dessus. Demain, on va se dire, si la livraison n'est pas ancrée quelque part dans telle blockchain homologuée, légale pour ça, la livraison n'a pas eu lieu. Si tel certificat, tel diplôme n'est pas inscrit, c'est pareil. Il y a par exemple, il y a des tas de choses aujourd'hui qui n'existent que s'il y a trace dans le web et Internet ou dans tel registre qui est en ligne. La blockchain étant un truc en ligne, c'est sa succession logique. Ouais, ça viendra. Moi, je suis patient. Vous savez. Je pense que ça viendra, c'est sûr. Le MDR Lucky demande comment est stocké le document. Alors, sur Wallet, tu connais la réponse, Thomas, ou pas? Alors sur Wallet, pas précisément, mais en fait, tout dépend de la donnée. Tout dépend de la donnée. Si c'est une donnée qui est lourde, il y a une grosse partie qui est stockée sur IPFS, c'est sûr. Ouais, aujourd'hui, la question du stockage de la donnée en concurrence des blockchains, en tout cas en parallèle des blockchains, elle est assez complexe et c'est quelque chose qu'on a tendance à résoudre assez facilement avec IPFS. C'est une solution qui est assez élégante, IPFS, puisque pareil, on est dans un réseau distribué et en plus de ça, on a ce qu'on appelle du content addressing. Donc en fait, l'adresse d'un objet sur IPFS est égale précisément à son hash. Et donc, du coup, on retrouve directement la trace de l'objet en fonction du hash de l'objet. Ce qui fait que si à un moment, pour X raison, sur IPFS, l'objet n'est plus, l'objet numérique n'existe plus, il suffit de le réuploader, le même, pour pouvoir avoir exactement la même adresse et donc, du coup, le même objet. Donc, c'est une solution assez élégante qui est plutôt cool, notamment pour prouver les choses. C'est l'une des solutions, je dis vraiment bien que c'est l'une des solutions, parce qu'aujourd'hui, on a des solutions chez Arweave, on a des solutions chez pas mal en fait, d'outils comme ça qui vont permettre le stockage de données. Mais c'est vrai qu'IPFS, c'est une très bonne solution pour ça. Sachant qu'on n'a pas...
on n'a pas toujours besoin d'avoir un stockage décentralisé non plus. On peut stocker Non, le document chez soi de manière centralisée. Une entreprise n'a pas toujours envie d'avoir ces documents un peu Bien sensibles entendu. Ouais, tout à fait. dans un réseau décentralisé et consultable. Donc, on peut juste avoir le stocker chez soi. Par contre, on a une preuve sur la blockchain de son authenticité, du fait qu'il est infalsifiable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on veut le garder stocké chez nous, on peut avoir une preuve sur un réseau public de son authenticité. Et c'est là toute la force aussi de l'eurodatage d'une blockchain. Et c'est là que ça aussi entraîne sur les problématiques d'audit. Enfin, ça justement, ça simplifie les audits de manière générale, parce que je pense que c'est déjà arrivé en tous les cas que des données soient juste modifiées la veille d'un audit, alors que là justement c'est plus possible quoi, à partir du moment où ça a été fait comme ça. Donc ça apporte justement de l'éthique et de la transparence. Trop cool. Comment tu vois le futur pour Layer et pour Wallet, Thomas? Écoutez, je le sens plutôt prometteur dans la mesure où on a fait une année 2023 plutôt correcte pour une première année dans un marché, vous connaissez tous, qui était un peu compliqué quand même. Après, aujourd'hui, moi, pour justement aller sur le terrain du monde physique, quand je parle de blockchain, tout le monde me répond aux crypto-monnaies, forcément. Donc l'idée, c'est déjà de casser l'amalgame qui est fait entre blockchain et crypto-monnaies. Et quand ils connaissent, parce que souvent ils connaissent pas, et donc quand ils connaissent pas, je me sers justement de la crypto-monnaie pour expliquer que c'était la technologie sur laquelle repose la crypto-monnaie. Mais après, l'idée, c'est de casser l'amalgame qui est fait entre la blockchain et la crypto-monnaie. Et j'ai eu des échos par un réseau à moi, comme quoi dans les grosses boîtes en France, on parlait de la blockchain il y a 2-3 ans comme une solution intéressante. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a malgré tout une corrélation avec le marché, quoi. Et en plein bear market, on parle beaucoup moins de la blockchain. Et si demain, il y a un bull run qui repart, ça a l'air d'être plutôt pas mal en ce moment, mais je ne sais pas s'il y aura un bull run qui repart, je pense que la techno-blockchain va revenir au premier plan. Donc, tous ces facteurs font en sorte que moi, j'ai le sentiment que les signaux sont plutôt positifs, quoi. Comment d'ailleurs, Thomas, est-ce que la formation que tu as suivie chez nous, chez Alira, t'a aidé ensuite pour professionnellement parlant, on va dire, là, dans ton job actuel? Alors, moi, j'étais déjà en contact avec Layer avant la formation, mais j'avais besoin, moi, de me sentir plus légitime, plus crédible quand j'avais parlé de la blockchain. Donc, aujourd'hui, voilà, quand je vais voir, et c'est ce que vous m'aviez dit dans la formation, c'est qu'en fait, il y a 95% des gens qui ne savent pas ce que c'est la blockchain. Donc, forcément, j'ai une valeur ajoutée, entre guillemets, par rapport à des gens qui ne connaissent pas du tout la blockchain. Donc, c'est-à-dire que ça me permet de vulgariser, parce que c'est l'objectif. Hein, c'est aujourd'hui, par exemple, on travaille sur comment travailler notre argumentaire, comment on rentre dans les boîtes, comment on explique la blockchain, comment on vulgarise tout ça en fonction des différents use cases. Et c'est pas simple, et c'est vraiment pas simple en fait, hein, parce que c'est un travail où il faut réfléchir pour avoir le bon angle, la bonne accroche. Donc voilà, le lien entre la formation, moi la formation, elle m'a vraiment apporté, on va dire, plus de confiance, plus de certitude pour pouvoir parler de la blockchain et me sentir tout simplement plus crédible dans ce que je fais, quoi. C'est plus légitime, quoi. Et ça rejoint l'idée de coloration de CV dont tu as un peu parlé tout à l'heure. Ça veut dire que tu t'es basé de tes compétences avant la formation, mais tu as réussi à vraiment colorer ton CV côté blockchain. Et donc, tu es capable de comprendre quelqu'un qui discute blockchain en face de toi, de travailler dans une boîte blockchain, etc., etc. Ce qui est vraiment le but de cette formation, puisqu'en 3 mois, on ne peut pas vous faire passer de grands débutants à experts, évidemment. Vous avez vos compétences avant d'arriver. Et puis nous, on essaye de vous apporter vraiment tout un arc de flèches supplémentaire. Mais on ne peut pas faire de vous des experts en 3 mois. Ce n'est pas le but, encore une fois. Mais c'est vraiment de vous permettre de travailler dans cet écosystème avec vos compétences en entrant dans la formation. Et puis au-delà de ça, il faut être raisonnable et intelligent. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'en 3 mois, 2 mois, vous allez devenir un expert de la blockchain, déjà un expert de la blockchain, même moi, je ne m'estime pas l'être, donc vous imaginez bien, c'est qu'il y a un peu de charlatanisme au final. Parce que tout le monde sait bien que vous n'allez pas guérir du cancer en buvant de l'eau. Donc il y a quand même ça, un petit point qu'il faut... il faut clarifier, il faut être honnête quand on parle de ces choses-là. Ouais. Il y a toujours une notion de parcours. C'est-à-dire que je suis moins expert que demain et plus expert, entre guillemets, que hier, quoi. Donc, l'idée, elle est là. Et l'idée, c'était toujours d'être connecté un peu à l'écosystème, de savoir ce qui se passe, de comprendre. Et puis après, le truc, c'est que ça évolue quand même super vite. Je ne sais pas si ça va se poser un jour, mais en tous les cas, il y a des trucs qui sortent tous les jours. Et donc, ça évolue très vite. Ouais. Yes. Ça, c'est vrai que c'est formidable.
Juste une dernière question avant peut-être qu'on passe à la suite. Thomas, du coup, tu as évoqué donc, que la transition vers un outil comme la blockchain était notamment moins coûteux pour les entreprises. Est-ce que éventuellement tu peux m'en parler un tout petit peu? Et est-ce que c'est facile aussi d'utilisation? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois, pour cette solution d'horodatage, est-ce que c'est pour ceux qui l'utilisent aussi facile qu'un EduSign, Eversign, Ah je sais pas oui. quoi? Alors, par rapport juste sur la blockchain, il y a deux choses. C'est que, alors par rapport à Woolly, déjà, sur l'utilisation, nous, on a deux solutions. Soit il y a une API et donc ils se loguent directement via l'API, soit ils peuvent utiliser directement la plateforme de Woolly sur lesquelles ils peuvent utiliser. Donc, c'est super simple d'utilisation. Et nous, de manière générale, chez Layer, la manière dont on voit les choses, c'est que on veut pas casser tout le SI, quoi, parce que ça devient tout compliqué, quoi. Donc en fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que l'utilisation de la blockchain, elle est invisible. Après, pourquoi ça devient moins cher? Parce qu'en fait, moi j'ai envie de dire que, et vous allez m'arrêter, hein, peut-être que si je me trompe, mais qu'il y a du 3 en 1, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si on utilise un serveur, il faut mettre du serveur, il faut héberger la donnée, la blockchain est capable de le faire. Quand on a plusieurs serveurs, parce qu'on fait plusieurs backups, il faut synchroniser les différents serveurs, la blockchain le fait automatiquement. Quand il faut monitorer tout ça, la blockchain le fait automatiquement. Donc en fait, c'est pour ça que la blockchain réduit les coûts. C'est que c'est pas une solution magique, hein. À terme, la blockchain réduit carrément les coûts de la gestion de pas mal de SI, en tous les cas. Juste avant de passer à la suite, quand même, afficher la question là, de MDR Lucky. Quels sont les outils existants pour stocker un document que seules les adresses whitelistées peuvent consulter? Le document IPFS ne le permet pas car le CID est disponible à tous. La solution, ce serait de déposer un document qui serait du coup chiffré sur IPFS. Je ne crois pas, on en a parlé rapidement dans le chat privé entre nous là tout à l'heure. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'outils clés en main qui le fassent aujourd'hui. Peut-être, sauf erreur de ma part, ou sauf si vous connaissez un truc. Mais, Ouais. mais sur une réponse sur un plan théorique, la théorie, ce serait de chiffrer le fichier avant de le déposer, quoi, globalement. Et puis la notion de décentralisation avec accès restreint commence déjà à avoir des antinomiques. Enfin, on sent qu'on mélange des mots qui se marient pas bien ensemble. Il va falloir que... décentralisé à accès restreint, voilà. Donc c'est compliqué. Mais par contre, la solution de chiffrage est une manière de mettre une surcouche d'autorisation d'accès à la donnée. C'est ça, et comme ils viennent de le répondre, effectivement, tu chiffres avec une clé et ensuite tu envoies la clé à la personne qui doit avoir accès à ce document. C'est qu'ensuite, il faut stocker la clé de déchiffrement quelque part. Donc, en fait, de toute façon, s'il y a de la confidentialité, ça veut bien dire qu'il y a un secret qui n'est pas partagé, quoi. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec la blockchain et la paire de clés publiques et clés privées, mais j'avoue, je ne l'ai pas parfaitement en tête là. Quelque part, quoi. Ta clé privée, elle n'est pas stockée on-chain. Non, mais tu vois, genre une diffusion de clés privées, enfin de la signature par clé publique, et donc du coup, tu peux déchiffrer. Tu peux utiliser la clé privée de ton wallet. Enfin, globalement, on pourrait imaginer qu'il y a un wallet qui est commun à toutes celles personnes qui doivent accéder à ce document et qu'en fait, c'est déchiffré par un plugin dans le wallet. Ça sera, je sais pas si Ledger rendra ça compatible, mais on sent bien que de toute façon, la possession d'une clé privée est déjà un enjeu, est déjà une question. Donc, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? C'est le cas de le dire. Ouais, complètement. Allez, troisième sujet, on va vous parler des petites nouveautés sur le front du développement. On ne parle pas assez de développement ici dans cette chronique, alors parlons plus de développement. Le développement sur Ethereum est un sujet qui est notoirement mouvant. Pour la petite anecdote, quand on a fait le tout premier cours d'Alira il y a 5 ans, alors je crois qu'on était en Solidity 0.4 de mémoire. Ça remonte. Et entre le moment où on avait commencé à rédiger les cours et le moment où la session a fini, on avait changé au moins une fois de version. Et donc déjà, les gens nous disaient « Ah, mais c'est pas la bonne version », alors qu'en fait, ça avait changé 3 semaines plus tôt, quoi. Donc voilà, Solidity et l'environnement Ethereum est un événement qui bouge beaucoup, et heureusement. Et alors du coup, avec ta lampe d'éclaireur, Cyril, quelles sont les petites nouveautés que tu nous as dénichées? Bon, encore une fois, j'espère que je ne vais pas trop friser. Je vais parler de 3 petits sujets. La fin d'une ère avec Truffle, la création d'un nouveau testnet avec Oleski, et revenir un tout petit peu sur le langage de programmation et faire de l'éducation, notamment pour nos amis qui ne sont pas forcément tech, avec notamment Solidity et les évolutions de Solidity et de l'EVM.
Donc voilà, les 3 petits sujets pour finir. On va se faire du passe-passe avec Gaëtan, mais voilà, je vais pas mal parler, désolé de monopoliser la parole. Ok, donc du coup, Truffle. C'est la fin d'une ère avec Truffle. Truffle, c'est un outil de développement sur Ethereum pour toujours, dans n'importe quel langage de programmation, on a besoin d'avoir en fait des frameworks de développement, des outils qui vont nous permettre de développer, et d'autant plus sur la blockchain, où en fait sur la blockchain, on va développer, on va déployer, et ce de manière sécurisée, ainsi de suite. Donc voilà, il y a du taf. Comment t'expliquerais ce que fait un outil comme Truffle à quelqu'un qui n'est pas développeur? C'est assez dur cette question. Ok, globalement, on a besoin pour faire de la cuisine, on a besoin d'ingrédients, ça c'est notre code, mais on a besoin de la cuisine, on a besoin de l'ensemble de notre environnement pour pouvoir cuisiner. Donc voilà, Truffle c'est notre cuisine. Et il y en existe d'autres des cuisines, il existe Ardat, il existe Foundry, et donc c'est plein de cuisines différentes qui ont toutes leurs inconvénients et leurs avantages, et du coup on va déployer, on va passer le plat au client depuis notre cuisine. Bref, Truffle c'est notre cuisine à nous. Et donc, c'est ça. Non, mais la pédagogie d'Alira, c'est que des métaphores gastronomiques. Ça, faut bien comprendre, d'accord. À un moment donné, si vous n'avez pas compris ça, la bouffe, c'est essentiel. Non, mais et du coup, Truffle, ça avait le désavantage d'être Ah merde, on ne connaîtra pas les désavantages de la cuisine Truffle. Une grosse structure dans le Web3. Et en fait, Consensus, le truc, c'est qu'ils commencent à lâcher prise sur Truffle après avoir injecté pas mal de millions dedans. Ils ont commencé à lâcher prise parce qu'il y a d'autres outils qui sont arrivés, beaucoup plus open source, maintenus par la communauté, donc qui donnent envie aux gens de s'investir dedans et tout. Donc voilà, un petit peu dommage. Et donc du coup, c'est la fin de Truffle avec tous les petits outils qui ont été créés. Je vais peut-être diffuser un petit truc, histoire de vous montrer notamment le genre d'outils qui était créé dessus, qui était un peu rigolo. Hop, je vais voir si mon partage d'écran en 2 secondes marche. Partager écran, let's go. Fenêtre. Et le temps que ça arrive, au final, est-ce que Cyril, Ouais. c'est pas une bonne chose qu'on abandonne un peu Truffle parce que Consensus avait vraiment une main forte dessus et Consensus, ils sont déjà un peu partout hein, sur Ethereum, entre MetaMask, Infura, etc. On les voit un peu partout. Est-ce que c'est pas une bonne chose que Ardat et Foundry, qui sont plus open source, prennent un peu le relais globalement? Bah, oui et non. Oui et non, parce que, en fait, avoir la multiplicité de choix est une bonne chose. Et surtout, chacun ne fait pas exactement les choses de la même manière. Tu peux avoir des cuisines au gaz et des cuisines à induction. Enfin, des cuisinières. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement la même chose, Truffle et Ardat. Maintenant, Tu aurais préféré que les deux subsistent en parallèle, quoi, globalement, dans un monde idéal. bah ouais, exactement, que les deux subsistent en parallèle, mais le problème c'est que les deux qui subsistent en parallèle veut dire qu'il y a une compétition, et la compétition, quand on a envie d'investir de l'argent et du temps, ça marche. Quand on n'a pas envie, bah en fait, juste autant laisser la main à ceux qui commencent à prendre de l'avance. Et donc Ardat et Foundry, qui étaient 2 autres cuisines, ont pris de l'avance aujourd'hui. Et du coup, je vois dans le chat, Cyril ne veut pas changer sa façon de travailler. Non, c'est même pas ça. On a changé tous les cours, évidemment. On se tient à jour de ce qui se passe actuellement. Donc, évidemment, on a des cours sur Foundry, évidemment, on a des cours sur Ardat qui sont sortis. Mais il n'empêche que c'est vrai que je trouve ça très agréable de travailler avec des outils qui fonctionnent bien, qui sont pérennes et qui sont maintenus. Donc, voilà. Et qui sont des cours, je me permets de l'ajouter, qui sont accessibles à nos anciens qui ont suivi les parcours développeurs de Cyril. Comme ça leur permet de se maintenir à jour. Voilà. Je comptais faire une petite annonce par la même occasion. Mais oui, non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. On a mis à jour le cours pour la dernière promo, et donc du coup, vous pouvez aller rechercher les anciens. Est-ce que j'ai changé de cuisine? Non, pas encore. Je continue à avoir mon petit Truffle installé chez moi. Bref. Les cuisines changent, mais il n'y a pas que ça qui change. Le restaurant change aussi. Le restaurant, c'est le testnet. Est-ce que Gaëtan, tu veux nous parler un petit peu d'Oleski? Yes, tout à fait. Alors, il faut savoir que la plupart des blockchains ont le mainnet. Hein. Le mainnet, c'est la blockchain officielle, c'est celle sur laquelle les transactions ont de la valeur, celle sur laquelle il y a un consensus social autour de celle-ci. Mais il y a aussi des testnets qui sont beaucoup, beaucoup plus centralisés, qui ont vocation justement à tester les futures mises à jour de la blockchain. Et sur Ethereum, on en a eu beaucoup, historiquement. D'ailleurs, la plupart de nos promotions avaient des noms de testnet Ethereum. Historiquement, on a eu la promo Kovan, la promo Ringby, je sais plus, la promo Robston. On a eu pas mal de promos comme ça avec des noms de testnet. On a eu Beacon Chain. Toi, t'es Beacon Chain, je crois, Daniel, non? Ouais, c'est pas le nom de ta promo? C'est ça. Fier de l'être. Bon, c'est pas un testnet pour le coup, mais ça marche quand même. Donc, historiquement, là, ça fait 1 an et demi qu'on a 2 testnets sur Ethereum. Un qui s'appelle GoEarly et un qui s'appelle Sepolia.
Ils ont deux objectifs assez différents. Il y en a un qui est dédié à l'architecture de la blockchain Ethereum, qui est là pour tester l'architecture de la blockchain. L'autre qui est plutôt sur l'aspect exécution, l'aspect applicatif, c'est pour que les développeurs puissent déployer leur code et tester leur application, si vous voulez. Donc celui-ci, il est très stable, justement, pour que ça marche bien en permanence au niveau applicatif et que les développeurs d'apps, typiquement les développeurs que Cyril forme, puissent s'entraîner dessus et tester leur code. Tandis que Goerli, c'était vraiment l'infrastructure. Donc quand on veut changer typiquement la Beacon Chain, donc le consensus d'Ethereum, le Proof of Stake, c'est plutôt sur Goerli qu'on fait des modifications. Le problème de Goerli, qui était un testnet d'architecture, c'est que justement, il avait beaucoup d'historique. Il provenait d'avant le passage en Proof of Stake, donc il avait lui aussi migré de Proof of Work à Proof of Stake. Il avait assez peu de validateurs. De mémoire, il en avait moins de 50 000, mais je ne veux pas dire de bêtises. Alors qu'aujourd'hui, sur la blockchain Proof of Stake, en mainnet, on a 800 000 validateurs. Donc, il n'était plus assez représentatif, si vous voulez, pour les tests de l'architecture d'Ethereum, puisqu'on testait sur un réseau qui n'avait que 50 000 validateurs qui faisait des échanges peer-to-peer, là où le mainnet aujourd'hui, on a 800 000. Donc, vous pouvez faire des modifs qui fonctionnent très bien avec 50 000 personnes, mais qui ne fonctionnent pas du tout avec 800 000. Donc, c'était plus très représentatif. Et en plus, sur un testnet, il y a aussi des Ethers, donc c'est des faux Ethers, c'est des Go Ethers sur Goerli. C'était devenu quasiment impossible d'en avoir, à tel point qu'il valait de l'argent. Normalement, ça ne censé valoir rien du tout, un Ether sur Goerli. À son pic, un Ether sur Goerli valait $1,50 ou $2, tellement les gens en fait, étaient prêts à payer pour aller plus vite et pas s'embêter si vous voulez aller les récupérer. Et c'est sur Goerli qu'on s'entraînait à devenir validateur. Typiquement, si vous voulez monter un nœud validateur chez vous, pour vous entraîner avec des faux Ethers, vous pouvez d'abord le faire sur Goerli. Mais c'était devenu très très compliqué de récupérer 32 Ethers sur Goerli. Bref, du coup, la fondation Ethereum a dit bon, ça nous embête tout ça. On va changer ce système et maintenant on va créer des testnets beaucoup plus régulièrement. Donc ils font des testnets qui ont une date de péremption de 4 ans. Et on va détruire Goerli pour en faire un nouveau testnet d'infrastructure qui va s'appeler Oleski. Donc on va avoir maintenant Oleski et Sepolia. Sepolia existe toujours. Sepolia, c'est le testnet pour l'aspect exécution. Et pour l'aspect architecture Proof of Stake, on a Oleski, qui pour la petite histoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nom d'une gare à Prague. Si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, l'ID de la chaîne qui est 17 000, c'est le code postal de la ville de Oleski à Prague. Bref, peu importe. C'est ça, c'était pour la petite histoire. Donc, Oleski, ça va être un réseau qui va posséder 1,4 million de validateurs. Donc, aujourd'hui, sur le mainnet, je vous l'ai dit, il y en a 800 000. Donc là, c'est un réseau qui simule, parce que ça y est, ça a été lancé fin septembre, début octobre, parce que ça a un peu décalé, qui simule 1,4 million de validateurs. Donc, on a enfin un testnet qui sera représentatif de ce que sera Ethereum dans les années à venir, globalement, puisque là, on est à 800 000, mais on va sans doute tendre vers le million assez rapidement. Et un testnet qui démarre en Proof of Stake, ça veut dire qu'il n'aura pas le background historique du Proof of Work, hein. Il est lancé directement en Proof of Stake, donc il est un peu plus compatible avec ce qu'est la blockchain aujourd'hui. Et aussi un nombre d'Ethers illimité, donc contrairement à Goerli qui avait un nombre capé de Go Ether, le nombre d'Ethers de Goerli, de Oleski, ne sera pas capé, donc ce sera beaucoup plus facile de récupérer 32 Ethers pour monter un faux validateur chez vous et tester. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça, le nouveau testnet Oleski. Est-ce que tu savais pourquoi le cap des Ethers sur Goerli était. Il y avait une cap, alors que déjà sur Ether classique, Ethereum classique, il n'y en a pas. Pourquoi avoir fait une. Enfin, c'est un testnet, qu'est-ce qu'on a à cirer en fait? Il n'y a pas de tokenomics sur un testnet. Je pense, je sais pas, je connais pas la réponse exacte, mais quand ils ont monté Goerli, ils l'ont monté de manière identique à Ethereum, c'est-à-dire qu'il y avait un plafond quand même sur Ethereum. C'est pas qu'il n'y a pas de cap, mais il y a quand même un plafond, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'Ethers défini, et puis il y a des Ethers fraîchement créés chaque bloc, puis des Ethers fraîchement détruits chaque bloc. Tu peux pas en minter comme ça en cliquant sur un bouton. Donc Goerli était sur un système équivalent. Là, Oleski, ils ont le minter, il est disponible. Si vous voulez, la fondation peut minter les Ethers comme ils veulent pour le distribuer, juste pour simplifier. Et justement, ils veulent éviter que ça ait de la valeur. Donc, si jamais quelqu'un s'amuse à donner de la valeur à des Ethers, ils peuvent en minter 1 milliard si tu veux, et du coup, ça vaudra plus rien, quoi. Enfin, c'est un peu ça l'idée. C'est bon, vous êtes calmé? C'est exactement ça. Le money printer goes brrr, mais version. Voilà, ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Bon, c'est pour s'assurer que ça n'ait pas de valeur, en fait. On est sur un testnet, on veut s'assurer que ça n'ait pas de valeur, justement pour que les gens fassent n'importe quoi avec, quoi. T'imagines le développeur qui a un humour dégueulasse, il appelle la mise à jour Covid, tu peux en créer autant que tu veux. Enfin bref, pardon. Je me tais. Allez, dernière petite nouveauté.
Allez. On a parlé du coup de la cuisine, on a parlé du restaurant, là où on sert les plats, c'est Oleski, et on va parler un tout petit peu des ingrédients. Et les ingrédients, notamment, c'est le langage de programmation. Juste pour revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation pour nos amis non-dev. Un langage de programmation, c'est un langage qui nous permet de parler à la machine. Et très souvent, on va compiler les langages pour vraiment rentrer dans un langage qui est compris par la machine. La machine, elle comprend des 0 et des 1 à la base. Donc, pour lui parler, ça va être un peu compliqué d'écrire de manière un peu simple des 0 et des 1. Donc, on a besoin d'avoir des surcouches. Et ces surcouches, du coup, c'est les langages de programmation. Sur Ethereum, du coup, sur les machines AEVM, on va avoir un grand langage de programmation qui s'appelle Solidity. On va en avoir un deuxième qui s'appelle Viper. Sur d'autres couches de machines virtuelles, on va avoir des Cairo, des Ink, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça, ce sont des langages de programmation qui vont tous nous permettre la même chose, c'est-à-dire parler. C'est drôle de friser après avoir dit parler quand même. Ouais, j'ai un tout petit peu bugué. Donc, parler à la machine avec le langage que l'on souhaite. On met du coup à jour les langages. C'est quelque chose qui est normal, qui est courant à peu près dans tous les systèmes d'exploitation. On va mettre à jour les langages, ne serait-ce que pour faire en sorte, par exemple, de rajouter des capacités en langage. Donc, du coup, on va ajouter des nouveaux. En linguistique, c'est ajouter des nouveaux mots. C'est le quacoubé, on ajoute des nouveaux mots. Pour donner de nouveaux sens au langage. On peut aussi changer l'existant, donc donner des nouveaux sens à des mots préexistants. On va pouvoir retirer des mots et ainsi de suite. Bref, on a un dictionnaire, un langage de programmation. C'est tout un dictionnaire qui nous permet de communiquer avec la machine. Je veux bien que tu restes sur cette image et que tu la commentes, Cyril, parce que je pense que ça résume beaucoup de ce que tu es en train d'expliquer aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc du coup, là, dans l'image qui est présentée, on peut voir à gauche donc un code qui est celui de l'ERC20. L'ERC20, c'est donc les tokens sur Ethereum, et donc c'est vraiment un programme qui est assez traditionnel. Sur la droite de l'image, donc du coup, on peut le lire, hein, d'ailleurs, le RC20, il est assez lisible, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des mots comme fonction, comme balance, enfin, voilà, c'est quelque chose de lisible. Là où à droite, c'est les résultats de la compilation. Et les résultats de la compilation, c'est notamment ce qu'on appelle donc du bytecode, puis de l'assembly. Le bytecode, c'est complètement illisible, et pourtant, ça correspond très exactement à ce qui est écrit à gauche. Donc du coup, ça devient un langage beaucoup plus proche de celui de la machine, et ce bytecode, du coup, est interprétable par le VM. Donc voilà, et en bas, c'est l'assembly. Voilà, et l'assembly, qui est l'assembleur, est en fait ce qu'on appelle un langage de bas niveau. Ça veut dire que c'est compréhensible par l'être humain. Il faut quand même s'accrocher, hein. Mais c'est un espèce de niveau intermédiaire entre un code qui est vraiment compréhensible et qui en fait a pour véritable but de effacer toute. En fait, le but d'un code informatique, c'est d'effacer toute subjectivité. Ça fait ça et ça peut. Et un Indien va le comprendre pareil, un Japonais va le comprendre pareil. Peu importe ta culture, ta religion, ta langue natale, tu comprends la même chose. Donc ça efface toute subjectivité sur ce que ça doit faire. C'est le truc important. Exactement. Et ça fait cet assembleur-là qui déjà est un peu, c'est du langage du bas niveau, c'est-à-dire que c'est très difficile. Et après, ça fait le bytecode qui est quasiment un binaire, hein, finalement pour là-dessus. Exactement. Et en fait, quand on dépose un smart contract, c'est le binaire en fait qui est déposé. Donc, on ne comprend pas, mais déjà d'un point de vue informatique, on pourrait savoir ce que ça fait. Tu vois, donc il y a une espèce de, c'est-à-dire que même quand on dépose pas le code sur un smart contract, on a quand même le bytecode, donc techniquement, on peut savoir ce qui ça va se passer si on fait du retro-engineering ou des choses comme ça. Tout à fait. Et ce retro-engineering, d'ailleurs, il est fait par les explorateurs de blocs, très souvent. Ils vont permettre, en fait, de déposer le contrat, donc ce qu'on voit à gauche, et de vérifier que ce qui a été envoyé, donc le bytecode à droite, est bien correspondant au contrat. Donc, du coup, on peut comme ça vérifier ce qu'on envoie. Bref, tout ça pour parler un petit peu de... Il nous met le suspense. À chaque fois qu'il dit le mot parler, il y a un problème. Hein. Il faut que j'arrête d'utiliser ça. Du coup, oui, il y a donc des évolutions du langage, comme dans n'importe quel langage, et ces évolutions, elles sont nécessaires puisqu'elles sont représentatives finalement des usages de notre machine, exactement comme le langage est représentatif de ce que font les gens et de ce que disent les gens. Donc c'est intéressant comme manière de voir les choses et c'est vraiment du réel, le langage informatique, et donc on le fait évoluer. Il y a déjà eu, j'ai compté, je me suis amusé à faire ça, il y a eu plus de 105 versions de Solidity entre la 1. Quelque chose et la 8.22 qui est la dernière actuellement.
Donc voilà, il y a plus de 105 versions et on est toujours dans une version 0. quelque chose. Donc ça veut dire qu'on n'est toujours pas passé dans la version 1 du langage. Donc les développeurs du langage considèrent toujours que le langage n'est pas mature. Voilà, c'est quand même assez fou après 105 versions. Et donc tout ça pour dire que ce langage-là doit amener à être final, donc à être au moins en version 1.0, à arrêter d'être en version bêta pour toujours. Et notamment, ça vient de la fondation Ethereum qui travaille dessus, qui travaille sur le langage, avec des personnalités comme notamment celle de Alex Beregzasi. Alors pareil, je vais juste présenter mon écran juste 2-3 minutes pour tout simplement... c'est ici, partager. Alors vous imaginez une langue qui a connu 120 ou 130 réformes orthographiques. Hein. Exactement. Vous imaginez la folie pour l'enseigner. Quoi. Mais c'est exactement ça. Et donc, Alex Beregzasi, c'est l'ancien leader des évolutions du langage sur Solidity, et il a participé à la DEF CON il y a 1 an à Bogota. Donc, je vais vous envoyer le lien dans le chat, si jamais il y en a que ça tente de regarder, sur justement les évolutions du langage et à quoi devrait ressembler Ethereum 1.0 et Solidity 2.0. Et finalement, ce qui est indiqué par cette déclaration, donc du coup de la personne qui gérait les évolutions du langage, c'est qu'aujourd'hui, Solidity a tendance à vouloir ressembler à des langages un peu plus communs, qui sont notamment celui de Rust, et surtout d'être plus adéquat en termes de sécurité et en termes de librairie. Donc en fait, ils veulent justement amener le langage à être vraiment utilisable par tous, de manière safe et utilisable avec des librairies qui nous permettent de mâcher le travail un petit peu. Et bref, tout ça pour dire que quand même, à chaque fois dans les sujets, on essaie de parler de sujets d'actualité. Cette semaine, il y avait le VM Summit, qui est une grande conférence qui a été organisée par, je ne me rappelle plus, mais notamment par Alex Beregzasi sur sa nouvelle entreprise. Et donc du coup, le VM Summit, c'est littéralement parler de l'EVM et explorer en fait toutes les possibilités d'une virtuelle machine sur Ethereum. Et donc c'est un truc énorme pour les refriser. J'avais frisé, excusez-moi. Et donc du coup, c'est un truc assez intéressant et je vous ai envoyé le lien avec notamment tous les éléments dans tout ce qui a été diffusé. Donc voilà, si jamais ça vous dit, c'est des vidéos de 15-20 minutes à chaque fois. Et ça vaut le coup parce que c'est vraiment la précision de la précision côté Ethereum, avec des très grands noms comme lui, comme Tim Beiko qui est ici. Donc voilà, c'est plutôt cool à regarder pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un peu tout. On voulait faire l'entrée plat dessert avec l'outil, donc Truffle, avec le testnet et avec un petit peu de langage. Revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un langage de programmation. Voilà. Il y a un horizon de temps, Cyril, pour une version, une V1 de celui-ci? Non, pas d'horizon de temps. Non, d'autant plus que, comme je disais, Alex, il n'est plus leader donc, du développement de Solidity. Donc, si ça se trouve, tout ce qu'il a dit, c'est du flan et ça n'existera pas. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça sera, mais... Peut-être l'aurons-nous de notre vivant. Ouais, peut-être qu'on dira. Moi, je pense que si je vois Solidity 1. quelque chose un jour, c'est que ce sera vraiment incroyable. Fake news. C'est un fake news. Ok. Bon, allez. Et bah, merci beaucoup à tous pour ces news d'actu. Et puis, bravo à toi, Thomas, pour le beau parcours que tu nous as présenté. Ça fait toujours vraiment plaisir et je suis toujours très, très fier de voir ce qui est accompli par nos anciens apprenants. Donc, bien joué. Tu peux te faire le Merci à vous pour l'invitation. Bah, ça fait plaisir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur ce live des chroniques d'Alira. Si vous voulez rejoindre Alira pour vous former à la blockchain ou à l'IA, puisque nous faisons maintenant également de l'IA, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers sur alira.fr. Vous avez également un lien vers la prochaine webconf qui est prévue. Nos prochaines promotions, elles commenceront le 22 janvier 2024 et le 29 pour l'IA. Donc voilà, si vous voulez prendre une bonne résolution pour 2024, rejoignez Alira et rejoignez l'écosystème blockchain. Je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite un bon appétit pour celles et ceux qui n'ont pas déjà mangé. Et je vous dis à très bientôt et notamment à jeudi prochain. Salut à tous. Tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Salut. Life is just